de manière assez fluide et tout. Il n'y aura pas de questions-réponses, en fait, aux séances, mais ne vous en faites pas. La plupart, si je ne m'abuse, de nos invités, notamment parce qu'ils viennent de France, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils restent avec nous toute la journée. Alors, la plupart d'entre eux et d'entre elles seront disponibles, évidemment, pendant les pauses et pendant le 5 à 7 ce soir. Alors, je vous invite quand même fortement à prendre en note vos questions et avoir l'occasion, en vous approchant de nos panélistes et de nos invités directement pour poursuivre la conversation. Alors, deuxième petite chose d'information, petit point d'information, il est interdit donc de boire dans la salle, hormis pour l'eau. Donc, si jamais vous avez l'occasion de prendre un café, ça doit se faire à l'extérieur de la salle. Voilà. Donc, là-dessus, on va se lancer tout de suite dans notre premier panel qui s'appelle donc la découvrabilité des contenus culturels, défis et possibilités pour la francophonie. On l'a dit un peu ce matin, plusieurs l'ont évoqué, on est résolument, en fait, dans des contextes et des environnements numériques qui ne cessent d'évoluer, qui évoluent très, très rapidement. Les réseaux sociaux eux-mêmes se métamorphosent constamment, donc, au gré des nouveaux usages, où les usages se métamorphosent au gré des nouveaux réseaux sociaux. C'est difficile à savoir parfois. Chose certaine, on a vu depuis quelques mois l'intelligence artificielle générative, par exemple, exploser et se répandre comme une traînée de poudre. Donc, toutes ces transformations constantes, perpétuelles, créent toute une série, évidemment, de nouveaux défis, mais elles ouvrent également la voie, donc, vers de nouvelles opportunités pour la découvrabilité des contenus culturels francophones. Avec mes quatre invités, donc, ce matin, que je vous présente tour à tour, on va tenter de dresser un tableau de la situation des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique, mais également dans l'environnement hors ligne, pour explorer justement donc quelques pistes et mieux saisir, mieux comprendre quels sont à la fois ces défis et ces opportunités, ces possibilités. Donc, je vais commencer avec M. Sven Buridan. Bonjour, Sven. Bonjour. Vous êtes gestionnaire de projet à la Fédération culturelle canadienne-française. Peut-être nous dire en quelques mots, justement, comment, en fait, la découvrabilité vient, j'imagine, s'adosser ou s'appuyer à la mission même de la Fédération. Alors, la Fédération culturelle canadienne-française, c'est avant tout un porte-voix politique, un organisme national qui vient représenter les arts et la culture francophones en situation minoritaire. Je peux vous dire qu'en ce moment, le pôle politique de la FCCF est pas mal occupé avec la loi sur la radiodiffusion, la loi C11, la loi sur les langues officielles, la loi C13 et la loi C18 sur les plateformes de communication en ligne. Ça, c'est dans l'ADN, je dirais, de la FCCF. La FCCF, en fait, c'est 22 membres qui couvrent tout le territoire. En fait, on a 13 membres provinciaux et territoriaux, des centres culturels, des conseils culturels, qui viennent offrir en fait des services, soutenir les artistes et faire en sorte qu'il y ait une circulation des œuvres. Donc, on pourrait parler même de services essentiels. Nous avons 7 organismes nationaux qui représentent en fait les secteurs d'activité artistique, donc art médiatique, art visuel, le monde de l'édition, la production audiovisuelle, la musique et le théâtre. Nous avons aussi un regroupement pan-canadien des diffuseurs des arts de la scène et on a aussi une alliance des radios communautaires. Parmi nos membres, il y a déjà eu plusieurs avancées, plusieurs projets liés à la découvrabilité ou à la culture de la donnée, pour être un petit peu plus large. On pourrait citer le guide à l'intention des producteurs audiovisuels qui a été lancé, je crois, en 2022 par la PFC, donc Association des producteurs francophones du Canada. On a aussi toute une refonte du site web du FRIC, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, et réalisatrices indépendantes aussi. Aussi, donc, refonte du site du répertoire, mais c'est-à-dire aussi nourrir Wikidata pour améliorer en fait les recherches sur les fameux moteurs que je ne nommerai pas. On a un projet, un portail qui a été lancé justement par le réseau des grands espaces, Réseau Ontario et Radar, qui s'appelle scènefrancophone.ca,
qui vient en fait un peu moderniser la façon de programmer, diffuser les arts de la scène donc en francophonie en situation minoritaire. On a des projets en cours. Je salue Pierre qui est dans la salle avec Métamusique. On s'y intéresse de très près. Un projet qui est d'abord déployé au Québec, mais qu'on va évidemment déployer en francophonie dans l'industrie musicale. Je salue aussi Frédéric Dubé qui est dans la salle, qui a pendant longtemps porté le projet Créer du lien, un projet de découvrabilité des arts littéraires au Québec. Et là aussi, on a pris ce projet-là et on l'a amené pour d'abord sensibiliser, animer des ateliers, des workshops, pour créer des fiches Wikipédia, Wikidata, comment ça fonctionne, donc un peu à la base, avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens, le REFC. Pour finaliser un petit peu tout ça, la FCCF, c'est aussi des initiatives. Donc, c'est d'abord, je disais tantôt, l'ADN, un ADN politique de représentation, mais c'est aussi des initiatives en éducation, donc notamment La Rucher, qui est un laboratoire d'éducation artistique, Passepart, qui est un programme de microfinancement pour amener les arts à l'école. Et le dernier trio, c'est la bande numérique, l'accélérateur TADA et le hub des solutions. Ce trio-là a été lancé en 2022 et quelque part vient, du moins c'est notre mandat, d'articuler tous les efforts qui ont été faits dans la culture de la donnée, dans la découvrabilité. Si la découvrabilité était une montagne, on pourrait dire qu'on a déjà tracé pas mal de sentiers. C'est pas mal, c'est bien, ça répond à des demandes spécifiques selon les secteurs artistiques, selon la taille des organismes. Maintenant, il va falloir coordonner le tout pour aller un peu plus haut, prendre de l'altitude, et là, on va vraiment pouvoir parler de découvrabilité. On voudrait connaître ce chemin, on y reviendra. Donc, merci beaucoup, Monsieur Buridan. Je passe ensuite donc à Monsieur Juan Pirlo de Corbion. Juan, vous êtes fondateur et PDG de YouScribe. Et en fait, donc, parlez-nous un peu de cette plateforme et comment, en quelque sorte, c'est une réponse justement aux enjeux de la découvrabilité des contenus francophones. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je suis très heureux de venir vous parler de YouScribe ici au Québec. Et je remercie bien sûr les deux ministères qui nous ont soutenus dans ce projet de découvrabilité dont je vais vous parler dans un instant et qui s'appelle Émergence. Pensez à la Vénus de Botticelli, comment faire émerger les contenus francophones dans l'océan des contenus et des algorithmes. Un petit mot sur YouScribe, c'est une bibliothèque numérique en streaming. Vous connaissez Spotify ou Netflix, restons modestes. YouScribe est une bibliothèque dédiée à la lecture, au contenu écrit, au contenu audio. Voilà, la vision, c'est de faciliter l'accès des contenus écrits partout dans le monde, avec un modèle dit d'abonnement, avec un accès limité compatible sur tous les matériels. C'est une plateforme qui agrège des contenus de 3000 éditeurs, des éditeurs français, belges, ils sont nombreux ici, africains, il y a plus de 450 éditeurs africains qui sont représentés dans le catalogue, une cinquantaine d'éditeurs québécois déjà, avec toujours cette vision de l'accessibilité qui est complémentaire de la découvrabilité. Nous sommes très présents en Afrique. Rappelez-vous, il y a 250 millions de francophones aujourd'hui. En Afrique, on sera 750 millions de francophones dans le monde. D'après les prédictions, 85% des francophones habiteront l'Afrique. Population jeune. Rappelez-vous, on lit pour apprendre. On lit pour se distraire, pour se délasser, mais il y a toujours les deux dimensions. Et donc, ce sont des potentiels lecteurs qui sont à l'école et qui ont besoin d'apprendre. Et comme il y a une bibliothèque en moyenne pour 1 250 000 habitants en Afrique, c'est pas beaucoup. Il y a une bibliothèque pour 6 000 habitants en moyenne en France. Au Québec, je pense que ça doit être à peu près du même niveau. Et nous avons dépassé 1 300 000 abonnés payants en Afrique dans 12 pays. Vous voyez, déjà la découvrabilité, c'est rendre disponibles les contenus, par exemple du Québec, voilà, dans des pays où la distribution, même s'il existe des libraires et quelques bibliothèques, n'existe pas et peut-être n'existera pas en dehors du monde numérique. Le projet Émergence s'inscrit dans la prise en compte qu'il y a beaucoup de production intellectuelle en langue française dans le monde, de tous les pays, que c'est un marché d'offres et que
l'univers du numérique est fondé sur les requêtes, les recherches, les moteurs. Et notre travail, c'est de favoriser la mise en relation entre les offres et les demandes, entre les lecteurs et les ouvrages, ou les revues, ou les quotidiens, ou les livres audio, etc. Et donc tout le travail que l'on a construit, qui est assez simple, en fait, on se dit, il faut que ceux qui cherchent nous trouvent. Enfin, vous trouvent si vous êtes éditeur ou si vous êtes auteur. Et il faut savoir aussi que ceux qui recherchent des contenus dans différents pays ne recherchent pas de la même façon. Un lecteur camerounais ou sénégalais, par exemple, il y en a quelques délégations qui sont présentes aujourd'hui, voilà, sont des pays de bilinguisme aussi. Donc, les éditeurs et les contenus ont intérêt à prendre en compte les requêtes des moteurs dans ces pays pour assurer une plus grande découvrabilité. Et donc, on a développé tout un système basé sur l'IA qui consiste à reprendre les contenus, je vais être très simple et très court, et de les retraiter de façon à ce qu'on favorise la découvrabilité de ces œuvres dans les différents pays. Avec toute une série d'outils dont je ferai l'économie de la description. Mais prenons un ouvrage, j'ai pris un ouvrage québécois. L'éditeur produit un résumé, par exemple, dans sa langue, pour souvent les lecteurs québécois. Et notre travail, c'est d'extraire avec des technologies d'intelligence artificielle un certain nombre de mots-clés pour pouvoir recréer un texte, on va dire, qui est mieux adapté aux requêtes des moteurs de recherche. Parce que, dans la presse, on connaît bien ça. On écrit pour un moteur, souvent, pour être visible. Eh bien, c'est un peu la même approche. Et toutes ces métadonnées issues, produites par nos systèmes d'intelligence artificielle, vont être fournies aux éditeurs. C'est un service qu'on souhaite leur apporter. Et ça peut aboutir, dans notre cas, et vous comprendrez rapidement pourquoi, j'ai pris un exemple en Wolof. Vous savez que le Wolof est très répandu au Sénégal, j'ai pris le Sénégal, j'ai pu prendre la Côte d'Ivoire. C'est aussi notre travail de fournir aux éditeurs des descriptions dans des langues locales, ils sont très nombreux, on l'a dit tout à l'heure, voilà, pour leur permettre de découvrir dans leur langue des contenus, voilà, en langue française, mais qu'ils ne vont découvrir que aussi dans leur langue à eux de tous les jours. Et voilà, je voulais vous décrire quelle était notre ambition, quel était notre rôle. Notre ambition, on espère dépasser 5 millions d'abonnés, évidemment, dans quelques années, mais notre rôle, voilà, c'est de participer à tout cet effort de renforcer la découvrabilité des contenus en langue française dans le monde. Merci beaucoup. Fascinant, merci beaucoup. Oui, oui. Tout à fait. Alors, Monsieur Guillaume Blum, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Laval et co-titulaire, donc, je ne peux pas me tromper, de la chaire de recherche en économie créative et mieux-être. Donc, également, dans le cadre des travaux que vous menez au sein de cette chaire-là, vous abordez les enjeux de la découvrabilité, mais peut-être d'une manière un peu plus holistique. Dites-nous un mot là-dessus. Oui. Merci. Bonjour, merci de l'invitation. Très honoré d'être parmi ces personnes illustres sur les enjeux de découvrabilité. Je vais vous parler effectivement un petit peu de ce que nous faisons. Nous sommes une nouvelle chaire, la chaire en économie créative et mieux-être. C'est une chaire qui est toute jeune, une hydre à 4 têtes, puisque nous sommes 4 co-titulaires sur 4 universités, avec une 50aine de co-chercheurs et une 60aine de partenaires. Donc, je vais vous parler un petit peu plus peut-être de ce que je fais, mais il faut penser toujours qu'il y a toute une équipe qui travaille aussi sur d'autres sujets que ceux sur lesquels j'interviens. Ceci dit, je vais vous parler quand même de l'objectif général de la chaire, qui a un axe découvrabilité dont je suis responsable. Alors,
En gros, la découvrabilité, ce qu'on essaye de faire, c'est de la remettre un petit peu en perspective, à la fois en fait sur plusieurs dimensions, sur le temps, sur l'espace physique également. C'est-à-dire que moi, j'ai des projets de recherche dans le secteur de la musique et on s'intéresse beaucoup à l'impact du streaming sur la musique. Et très rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on ne pouvait pas comprendre en fait, les transformations en cours si on ne remettait pas en fait, les questions, les grands enjeux qui sont en cours sur le temps relativement long, c'est-à-dire une cinquantaine, une soixantaine d'années pour voir l'évolution de l'industrie. Donc ça, c'est un premier axe. Penser la découvrabilité, non pas en fait depuis qu'elle a apparu il y a quelques années, depuis qu'on en parle, mais depuis finalement qu'elle existe. Probablement, elle a toujours existé, mais on va dire la prédécouvrabilité, c'est-à-dire peut-être que les quotas radio dans les années 80, c'était déjà une forme de découvrabilité avant l'heure, sans qu'on utilise l'étiquette de découvrabilité. Donc ça, c'est le premier point, parce que ça permet de voir aussi, de remettre en contexte par rapport à la façon dont on aborde et dont on traite le sujet. Deuxième point, élargir les secteurs. Il y a la découvrabilité dans plusieurs secteurs, en musique, alors dans le domaine de la culture, en musique, en cinéma, les plateformes de streaming vidéo. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a le spectacle vivant. Quels sont les liens entre ces différents éléments? Qu'est-ce qui les distingue? Parce que c'est des secteurs qui sont regroupés ensemble, mais qui sont quand même très différents les uns des autres. Et il y a la découvrabilité dans d'autres domaines. Il y a la découvrabilité scientifique, il y a la découvrabilité des produits. Donc là aussi, quel va être le lien en matière de découvrabilité qui va exister? Et au contraire, qu'est-ce qui est spécifique au secteur? Troisième point, et je m'arrêterai là pour l'instant. La découvrabilité remis dans un contexte plus large que juste dans sa perspective numérique, c'est-à-dire le lien qu'il va y avoir entre ce qui se passe en ligne. On a tous aujourd'hui une vie en ligne, donc c'est une vie tout aussi réelle que le monde physique, mais également ce qui se passe hors ligne. Là aussi, si je reviens dans l'industrie de la musique, sur la façon dont on découvre la musique, ce n'est pas juste en fait les plateformes qui, à travers les algorithmes, et puis c'est très important, il faut les étudier, on les étudie, mais c'est aussi les salles de spectacle. Comment est-ce que les salles de spectacle vont réagir, interagir avec ce qui se passe en ligne? Et inversement, quel est l'impact sur les activités numériques? C'est de la sociabilité, c'est le repas de famille qu'on a fait lors de l'Action de grâce ce début de semaine, où on discute et puis où j'échange avec des amis, avec de la famille, etc. etc. Donc comment est-ce que tout ça s'articule dans une vision un peu, on va dire, étendue sur ces trois dimensions, donc secteur, temporalité, espace? Très intéressant, merci Monsieur Blum. Effectivement, une approche un peu plus écosystémique. On va voir comment ça peut contribuer aussi à réfléchir donc la découvrabilité différemment. Pour terminer ce tour de table, le dernier mais non le moindre, Monsieur Alexandre Wolf. Bonjour. Merci de nous présenter un peu donc ah oui, avant de nous présenter, en fait, vous dire que c'est le chef de l'Observatoire de la langue française quand même pour l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, présentez-nous un peu, évidemment, le rôle que fait l'Observatoire et puis pourriez-vous en profiter, en fait, pour nous faire un peu un état des lieux, justement, des observations principales? Où en sommes-nous en matière de découvrabilité des contenus culturels francophones? Je vais essayer, en tous les cas. Merci beaucoup, merci de l'invitation, très heureux d'être là. Oui, l'Observatoire de la langue française, qui est donc un organisme rattaché, enfin qui est de l'Organisation internationale de la francophonie, qui était basé à Québec depuis 1 an maintenant, donc je ne suis pas obligé de rester jusqu'à ce soir si je veux, malgré mon accent. Et donc chargé effectivement de faire le point sur l'usage, la présence du français dans le monde, dans tous les domaines, dans tous les pays, dans tous les secteurs. C'est très ambitieux. Et on essaye de le faire au moins à un rythme quadriennal avec un ouvrage qui sort tous les 4 ans, donc qui s'appelle « La langue française dans le monde » et qui propose un certain nombre de chiffres sur le nombre de francophones dans le monde, sa concentration en Afrique, ça a été cité tout à l'heure, effectivement,
aujourd'hui plus de 60% des locuteurs quotidiens de français, hein, il y a 321 millions de francophones dans le monde, mais plus de 60% des locuteurs quotidiens ou quasi quotidiens de français sont sur le continent africain. Et les perspectives de croissance, si elles existent, et on pense qu'il y a quand même des chances que ça continue, sont essentiellement sur ce continent. Alors depuis quelques années, évidemment, la question de la découvrabilité est venue percuter en quelque sorte nos focales, hein, d'observation, et donc on a commencé à observer ça de façon plus détaillée avec l'aide d'un certain nombre de chercheurs. Je salue ici le professeur Tchewali qui nous a beaucoup accompagnés de l'UQAM sur ces sujets-là pour essayer de voir quelle était la réalité de la situation, toute proportion gardée, car l'univers numérique est mouvant et difficile à saisir, et encore moins à photographier. Mais on a mis à jour un certain nombre de données qui est important de connaître, je pense, d'abord sur la place des langues dans Internet. On dit souvent que l'Internet, c'est l'anglais. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas une raison pour ne pas considérer qu'il y a un sujet, hein, sur la diversité linguistique et culturelle sur Internet, mais les estimations qu'on a faites avec un autre chercheur, qui lui s'appelle Daniel Pimienta, on a considéré qu'il y avait 3 groupes linguistiques qui se partageaient la tête d'Internet, hein, l'anglais d'abord, l'espagnol, et puis ensuite il y a le chinois bien sûr, et puis il y a un 4e groupe qui est composé de plusieurs langues, dont le français. Donc le français est n'a pas la 4e place, mais dans le groupe 4, des langues qui pèsent sur Internet, avec le russe, avec l'hindi, avec l'arabe. Et ça, c'est important à considérer pour éviter d'abord, parce que la découvrabilité, c'est de la communication aussi, hein, donc de répéter, comme on le voit dans la presse partout, que 85% d'Internet est anglais, c'est faux. C'est sans doute un peu moins de 30% aujourd'hui, mais évidemment là il y a un bémol, les principaux sites consultés et les pages d'accueil de la plupart des sites sont en anglais, ce qui explique que d'autres moteurs de recherche comme W3Tech continuent à sortir ce chiffre de 85%. Il est faux, mais il y a quand même un problème. Et vous me disiez, vous me demandiez d'évoquer quelques données. On a justement grâce à l'étude du professeur Tchewali, hein, mis à jour un certain nombre de choses qui quand même sont plutôt inquiétantes. D'abord, on a rappelé, peut-être que tout le monde le sait ici, hein, que les consommations culturelles, c'est une évidence maintenant, basculent de plus en plus dans l'univers numérique, dans l'univers virtuel. Hein. Pour la musique, c'est très très frappant. J'avais les derniers chiffres de 2022, je crois, 64% de la consommation de musique en moyenne se fait en ligne. Bon, donc effectivement, c'est un enjeu considérable. 60% du trafic Internet est constitué de visionnage vidéo. La consommation aussi, évidemment, de musique, comme on le sait, se fait essentiellement en ligne. Et on connaît les grandes plateformes, elles ont déjà été citées. Ce qui est important, donc ça, c'est la mutation. Elle est bien entamée. Et après, il y a les conséquences que ça a. Et on parlait des algorithmes, où le mot n'a pas été cité, mais l'idée était présente. On a vu, grâce à cette étude, par exemple, que sur Netflix, 70% des contenus consommés correspondent aux recommandations. Donc, la grande majorité. Hein. Alors, évidemment, s'ajoute à cela, et c'est ça qu'on a pu aussi mettre à jour, la difficulté de voir les contenus, parmi ces recommandations, les contenus francophones émerger. Et nous, on a à l'OIF, par exemple, un certain nombre de soutien, de fonds de soutien à la production audiovisuelle, au spectacle vivant, à la littérature aussi. Et pour l'audiovisuel, il y a un grand fonds qui s'appelle le Fonds Images de la francophonie. Et on s'est aperçu que parmi les dizaines d'œuvres soutenues chaque année dans beaucoup du Sud, à peu près 1 ou 2 se retrouvent sur les plateformes et sont totalement invisibles. Donc, en résumé, l'observateur que je suis peut dire 3 choses. D'abord, la mutation de l'univers culturel fait que de nouvelles menaces pèsent sur la diversité culturelle, parce qu'elles se sont transposées et peut-être accentuées dans l'univers numérique. Deuxièmement, la richesse, bon ça c'est une sorte de déclaration de foi, mais la richesse culturelle de l'espace francophone, 88 États et gouvernements, j'aurais dû le rappeler, donc je suis un peu plus institutionnel, mais bon, énormément de pays, de cultures, et donc une richesse suffisamment forte, mais insuffisamment connue, disponible pour être présente sur cet univers-là. Et puis, troisième chose, aujourd'hui,
c'est un cri d'alarme, elle est absolument peu visible, trop peu visible, elle comme les autres cultures linguistiques, et je dirais même comme d'autres cultures même anglophones qui ne viennent pas du grand courant des plateformes américaines, pour dire les choses simplement. Donc voilà, il y a un état des lieux qui est balancé, mais qui demande la mobilisation quand même. Merci pour ces constats. J'ai envie de rebondir immédiatement sur effectivement cette préconception qu'on a que Internet, c'est majoritairement de l'anglais. Vous soutenez que ce n'est pas le cas, mais en même temps, j'ai envie de poursuivre sur cette idée en posant la question. Il semble par ailleurs que l'enjeu ou la problématique de découvrabilité n'est pas aussi prégnante ou présente justement chez nos contreparties, par exemple, du Canada anglais, ou en tout cas, nous, on est très proche des États-Unis ici au Québec. On entend peu ou pas beaucoup parler de ça. La question que j'ai envie de poser, est-ce que c'est un problème francophone ou est-ce que, effectivement, de minorité linguistique, Sven, vous, là, qui êtes du côté aussi, qui est franco-canadien? On est peut-être toujours le minoritaire de quelqu'un. C'est certain que pour parler rapidement des arts et de la culture au Canada anglophone, mais il y a peut-être temps que des discussions se lèvent et des actions se prennent aussi pour leur découvrabilité. Je pense que c'est une autre difficulté. Ils sont peut-être majoritaires sur les provinces et territoires qu'on couvre. Là, après, c'est sûr que ça se corse un peu pour les expressions en français dans le reste du pays, quand on est face à des mastodontes et des plateformes dont les fonctionnements des algorithmes, les fameux algorithmes, il y a une opacité qui est quand même incroyable. J'ai l'impression que même si on faisait bien nos devoirs, même si on avait des bonnes pratiques de découvrabilité, on a quand même un peu la crainte qu'il suffit d'une modification d'un algorithme pour que tous nos efforts soient balayés d'un revers de la main. D'où l'intérêt des combats politiques. D'un point de vue peut-être un peu macro, il y a en janvier 2020, il y a eu le rapport Yale qui est sorti. En fait, le nom, c'était l'avenir des communications au Canada, le temps d'agir. En fait, quand on le parcourt, c'est l'urgence d'agir. Il y avait 97 recommandations. Le mot obligation revient 119 fois. Je les ai pas comptés un par un. J'ai fait un contrôle F. Mais c'est intéressant parce que déjà en 2020, et c'était donc juste avant la pandémie, tous les enjeux d'obligation de représenter la diversité des expressions culturelles, d'obligation d'une transparence du fonctionnement des algorithmes pour qu'on puisse s'aligner sur ce travail-là, des obligations de redevance, parce que ça nous prend du financement pour être plus fort dans nos organismes, mais il va falloir chercher l'argent quelque part, et on sait que les rétributions pour les artistes, c'est pas ça. On se souvient du cri du cœur d'un certain artiste au Gala de la Disque il y a quelques années, et pourtant il a pignon sur rue. Donc bon, là il y a des choses qui ont été quand même établies, qui ont permis justement ces avancées sur les différentes lois qu'on est en train de travailler. Ça veut dire aussi des productions de mémoire, participer aux rondes de concertation, et puis proposer des amendements dans tout ce travail-là à la FCCF. D'un côté, je dirais d'un aspect plus terrain. La grande difficulté de nos organismes, c'est justement d'avoir des financements à court terme. Alors, c'était nécessaire, encore plus pour les fonds de relance au lendemain des arrêts des activités pendant la pandémie. Maintenant, il va falloir, c'est ce que je disais tantôt, se structurer pour travailler un peu mieux, et pas à courte échéance, mais à plus longue échéance. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des financements de projet, c'est peut-être un peu plus des financements de base, des financements de fonctionnement. Il n'y a pas, par exemple, dans nos organismes en francophonie en situation minoritaire, d'un déploiement du réseau des ADN, les agents de développement numérique, ce qui a été lancé ici au Québec. On n'a pas ce modèle-là, il n'y a pas ce financement-là, il n'y a pas cet effort-là qui a été fait dans nos provinces et territoires. D'où la création de la bande numérique. On a centralisé ça à la FCCF pour offrir de l'accompagnement dans les virages numériques de nos organismes. Quand on regarde aussi une étude qu'on a faite avec l'Université de Montréal, avec Guillaume Sirois, qui est paru en 2022, on s'est basé beaucoup là-dessus pour justement lancer nos différentes initiatives à la FCCF, pour accompagner, pour comprendre les défis puis là je parlais de culture de données, parce que découvrabilité, c'est presque une
pas une finalité, mais c'est déjà un projet qui est structuré. Mais d'être capable de travailler avec de la donnée dans les organismes, dans certains organismes, on n'en est pas là parce qu'il n'y a pas de financement, donc il n'y a pas d'expertise, alors que ça prend des nouveaux apprentissages, ça prend des ouvertures des créations de postes, pour que ce ne soit pas les directions générales qui gèrent, en plus de ce qu'ils ont à gérer, tout un travail sur de la stratégie numérique et de la découvrabilité. Il y avait justement un bilan qui avait été fait de ce rapport-là, c'était de se dire, OK, il va falloir effectivement concentrer les efforts pour mutualiser. Et là encore, il y a beaucoup d'envie de mutualisation, mais il n'y a pas forcément la possibilité de le faire. Donc, il y a la mutualisation, la concertation, certes, mais j'ai envie de reprendre aussi l'exemple que vous donniez, jouant sur le fait que il y a plusieurs francophonies aussi, elles sont plurielles. Donc, tout cet enjeu, en fait, effectivement, de la découvrabilité pour les minorités linguistiques, mais de la juste représentation de l'ensemble des diversités. Comment on gère ça? Vous êtes dans plusieurs... Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, de fracture au sein même de la francophonie? Comment déjà, nous, on crée cette façon, parce qu'on a ce moteur commun qui est fantastique, qui est la langue française. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque déjà de fracture numérique sur le plan, justement, des complexes appareillages que ça nécessite en termes de culture de données et tout ça, mais ensuite, pour une juste représentation de toutes les diversités francophones. Comment vous gérez ça dans le contexte de YouScript déjà? Mais déjà, on essaye d'apporter des solutions. Je voudrais mentionner qu'une grande partie de nos revenus sont reversés aux éditeurs et aux auteurs. Donc, une des réponses qu'on apporte, c'est quand même aussi de créer un modèle économique qui rémunère des producteurs. Je pense que c'est une des réponses que l'on essaye d'apporter. L'autre réponse, c'est à côté de la découvrabilité, de la rémunération de la filière de la création, c'est l'accessibilité par le prix. Pour être abonné, je prends l'exemple tout à l'heure, c'est 15 centimes d'euros par jour, 80 centimes d'euros par semaine. On a un accès en illimité. Pour, je pense, favoriser l'accès au contenu, le prix me paraît une dimension, vous voyez, c'est un prix quand même assez adapté, notamment aux populations en Afrique. Et c'est un portefeuille de réponses que l'on apporte en essayant de trouver un équilibre pour que la production intellectuelle continue à se maintenir, à être intéressante pour les producteurs. Il y a une question de rémunération qui intervient et il y a une question de prix d'accès qui intervient aussi. Sans compter, en fait, aussi la façon dont vous retravaillez grâce à vos outils d'intelligence artificielle, en fait, les métadonnées de manière à ce que soit passé à des langues minoritaires, mais même en français, on peut repenser la façon dont on décrit les choses. Oui, absolument. On ne parle pas tous le même français. On aime tous cette langue, on a envie qu'elle vive, on a envie de s'y exprimer, d'échanger. Mais bon, il suffit de prendre quelques exemples dans la salle, puisqu'il y a beaucoup de délégations francophones de différents pays. En effet, on parle une langue, on va dire, voisine. Quand je vais souvent en Afrique, par exemple, c'est magnifique de découvrir les spécificités de la langue française là-bas. Et tous ne la pratiquent pas de la même façon. Et comme vous savez, il y a un certain nombre de pays qui ont envie de mettre le français un petit peu de côté parfois. Il y a des effets de balancier, mais il y a aussi cet enjeu-là de faire exister la langue française comme une langue d'apprentissage, une langue commune aussi. Parce que dans beaucoup de ces pays, le français est la langue communément partagée. Quel travail, M. Wolf, au niveau justement de cette mise en commun, mais en même temps de nécessaire décentralisation, de manière à ce que chaque francophonie puisse trouver sa place dans tout ça? Alors là, la francophonie, pour le coup, a un coup d'avance. Parce que les fondateurs de la francophonie, au tournant des années 60-70, jusqu'à la création d'une organisation internationale, sont tous du Sud et sont tous avec des langues
première, maternelle, différente, qui n'était pas le français, même s'il maîtrisait très bien le français. Et donc, dès le début, alors même qu'il y avait sans doute 2, 3, 4% de francophones à l'époque dans ces pays-là, on parle des pays qui se sont libérés dans les années 60, la langue française a été placée aux côtés, et elle était aux côtés des langues nationales. Et donc, depuis 50 ans, un peu plus que la francophonie existe, tous ces programmes, toute sa philosophie, toute sa vision du monde, toute sa stratégie opérationnelle aussi reposent sur le plurilinguisme. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation, sujet évidemment capital pour l'avenir de la langue française dans le monde, où nous avons développé des programmes bilingues, biplurilingues, comme on dit. Bon, les spécialistes se pencheront sur les ouvrages, mais qui permettent aux enfants d'être scolarisés dans leur langue nationale ou dans leur langue nationale au pluriel, et en français, puis en français. Et puis, dans la culture, évidemment, il suffit d'aller voir, alors il y a TV5 Monde, il y a TV5 Monde Plus, la plateforme, le Netflix francophone entièrement gratuit, donc la comparaison n'est pas bonne, pour se rendre compte et que les films, que les cultures francophones sont représentées, qu'elles soient en français ou en d'autres langues, ce qui n'empêche pas les sous-titres, ce qui n'empêche pas, je crois que TV5 Monde doit avoir 13 ou 14 langues de sous-titres, y compris le français. Et donc ce lien est absolument à la fois le ciment, le vecteur de communication commun, et dans beaucoup de pays, c'est la langue qui permet effectivement les échanges entre des locuteurs de langues diverses. Pas dans tous, hein, on a cité le Sénégal où le Wolof suffit à se faire comprendre partout, il y en a d'autres, hein, le Mali, le Rwanda, évidemment tous les pays de langue arabe. Mais donc ce ciment commun, ce vecteur d'échange est propulseur en quelque sorte de diversité culturelle. Et le combat de la francophonie qui a été mené en 2005 à l'époque de la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité des expressions culturelles, doit être mené de nouveau maintenant dans cet univers du numérique, avec des instruments qui se préparent, le pacte numérique mondial, les principes régulateurs discutés à l'UNESCO. La francophonie est présente, a présenté des contributions au nom de ces 88 États et gouvernements, et doit peser, je pense, pour faire prendre conscience de cette dimension essentielle de préservation de la diversité culturelle et linguistique, qui n'est pas toujours encore très présente dans ces textes qui circulent, souvent en anglais d'ailleurs. Et ça explique aussi les choses. C'est qu'une vision du monde, elle se traduit par une expression, une langue, et elle ne peut pas se réduire à une seule langue, surtout dans les cercles internationaux où elle est quand même particulièrement appauvrie. Soit. Donc, un atout important, puis il n'y a pas de doute que les efforts qui sont déployés, en fait, pour redonner une place justement adéquate dans l'ensemble des offres et tout ça à cette langue commune, ou en tout cas à ce vecteur, ce moteur que nous partageons, qui est la francophonie, il reste quand même que parfois, c'est un peu décourageant. J'écoutais encore Mehdi parler de l'exemple, par exemple, de son enfant où, sans aucune intervention parentale ou volonté réelle, en fait, du prescripteur parental, cet enfant-là, déjà, est en quelque sorte conditionné à s'en aller vers une langue autre qui n'est pas celle parlée à la maison, et précisément, nommément, l'anglais. Et je sais qu'ici au Québec, notamment, on s'est beaucoup préoccupé, évidemment, au cours des derniers mois, de la vulnérabilité, peut-être, particulièrement de notre jeunesse, des nouvelles générations d'utilisateurs qui, non seulement sont nés avec ces outils, mais consomment essentiellement à travers ces plateformes. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous voyez une certaine... Est-ce que nos jeunes sont en danger? Est-ce qu'il y a un risque particulier, donc... Voulez-vous réagir à ça, Guillaume? Oui. Je ne sais pas si les jeunes sont en danger. Ce que je sais, c'est que finalement, la découvrabilité, c'est une façon de déconstruire le discours qui est face à nous, à savoir que les contenus qui nous sont proposés ne sont qu'une affaire de technique et que cette technique est neutre. Que finalement, ce n'est pas un enjeu. C'est juste le meilleur contenu qui est proposé à la personne en fonction de son profil. Ça, c'est le discours qu'on entend. C'est un discours en fait, qui s'inscrit dans une vision du monde très technocentrée, on va dire, une vision d'ingénieur, avec tout le respect que j'ai pour cet ordre-là, qui
qui a beaucoup contribué à notre bien-être général. Mais c'est un discours qui est à déconstruire parce que l'identité, c'est ce qui fait lien, c'est ce qui fait société. Et qu'on ne peut pas avoir une représentation de la culture uniquement comme une industrie. C'est une industrie, mais c'est aussi ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc, si on veut la maintenir, il faut qu'on se prenne en main, en quelque sorte, et qu'on construise des alternatives. Et individuellement, nous sommes faibles par rapport aux acteurs géants que nous avons en face à nous. Même comme gouvernement, quand c'est les gouvernements qui entrent en jeu, même les gouvernements font face à des multinationales, à des transnationales, par rapport auxquelles on est affaibli. On le voit par exemple avec l'exemple de la loi 18. Le bras de fer. Ouais. Le bras de fer qu'il y a. Et c'est là où la francophonie rentre en jeu et peut-être est on va dire, un outil, en tout cas un regroupement en fait, qui va protéger notre futur, notre jeunesse, on va dire, la pérennité de ce que nous sommes. Puisque si nous nous coordonnons entre différents pays, et puis on voit que la francophonie, c'est plusieurs centaines de millions, et puis les projections démographiques, c'est potentiellement 1 milliard de personnes, un peu plus d'1 milliard de personnes dans une cinquantaine d'années, on ne peut plus être ignoré à ce moment-là. Donc si on se coordonne et qu'on demande tous la même chose, d'où l'importance de ces rencontres, ben là, en fait, on peut éventuellement faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces acteurs-là, ils peuvent effectivement réagir de façon parfois un petit peu violente, comme on le voit avec les réseaux sociaux, en fait, en ce moment au Canada. La francophonie comme abri, j'adore cette image. Vouliez-vous réagir Non, mais pour confirmer, effectivement, je pense qu'il y a des effets de masse qu'il faut, sur ces sujets-là. D'autres ensembles l'ont compris et ont peut-être une structuration et un mode de fonctionnement plus efficace, ou en tous les cas plus organisé et puissant. Par exemple, l'Union européenne, pour adopter des directives qui vont s'appliquer sur un espace déjà quand même considérable et important, et tenter de réguler, parce que, on l'a dit, bien sûr, l'éducation des acteurs, la formation, la sensibilisation des acteurs à tous les niveaux, du producteur au consommateur, ça va être important. La présence avec toutes les métadonnées, les balises, les mots-clés, les références que l'on peut enrichir pour que ce soit découvrable, ça va être important. Mais à un moment donné, la puissance d'intervention publique au niveau le plus international possible va être indispensable pour contraindre, parce qu'on peut toujours expliquer, mais pour contraindre ces plateformes d'être plus transparentes, plus respectueuses des principes et des valeurs de la diversité linguistique et culturelle, et puis de s'apercevoir peut-être à terme, parce qu'ils ont des vues peut-être un peu à court terme, qu'en plus ça rapporte. Parce que la diversité culturelle, c'est ce que demandent les gens. On a aussi bien, dans les enquêtes qu'on a vues, dans la consommation réelle, c'est les produits locaux qui intéressent. C'est la langue qui intéresse. Après, les listes qui sont produites automatiquement, elles sont bizarrement majoritairement en anglais, on l'a vu en France. Mais la consommation et l'appétence des gens, c'est pour des produits locaux. On le voit aussi dans la distribution audiovisuelle. Et puis, quand on va s'apercevoir, parce que les choses vont se développer, qu'il y a toute cette richesse culturelle, on le voit bien dans la littérature et la musique, mais on le verra dans d'autres domaines, qui vient du continent africain avec toutes ces cultures, eh bien, ça deviendra un marché évidemment très rentable. Et la question de la diversité deviendra un argument commercial. Mais il faut, je crois, les aider un petit peu à comprendre. Donc, un rôle essentiel donc, pour les pouvoirs publics dans ce travail donc, de coordination, de concertation. Est-ce que, pour vous, c'est la même chose? En fait, quel rôle vous voyez? Nous, on est en Amérique du Nord, ici au Canada. Svend, qu'est-ce que vous pensez? Avec qui le Canada devrait, ou le Québec, continuer à établir des liens pour participer plus fortement encore à cette concertation au sein de la francophonie?
Je voulais juste revenir et rebondir sur les propos d'Alexandre. On a mené aussi une enquête avec Léger Marketing. On va diffuser ça bientôt. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ça révèle justement comment la consommation nous a transformés, comment elle a changé aussi auprès de nos jeunes, ça c'est certain. Puis ça prouve, ça veut dire qu'il faut que on se transforme pour se positionner par rapport à ça. C'est un peu comme un vieux papa que je suis. Je peux toujours dire à mon fils, c'est absurde, ça n'a fait aucun sens ta façon de consommer un bien culturel ou d'aller pas rechercher ou quoi que ce soit. Il va me reprocher, lui, de dire, mais moi, on me le propose pas. Donc, notre enquête, elle montre vraiment les freins à la consommation, à la sortie de la pandémie encore plus. Les conditions économiques actuelles font que c'est difficile d'avoir une offre. L'offre est pour l'instant en diminution. L'accès à l'information, donc de publicité de contenu francophone, et on parlait de francophonie plurielle, c'est-à-dire aussi pour un fransaskois ou un franco-manitobain ou un franco-yukonnais de se dire bah, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ma région, j'aimerais être plus au courant de quelle offre artistique et culturelle m'est proposée, pas seulement dans les circuits traditionnels de création, de production et de diffusion, mais aussi évidemment dans les plateformes numériques. Là, il y a un enjeu majeur. Ce qui est à relever pour ce qui est alors, j'irai peut-être pas forcément... alors, c'est sûr qu'on a déjà des accords, il y a déjà des efforts qui sont faits entre la France et le Québec. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ce que je voudrais souligner, nous, ce qu'on remarque de notre point de vue francophone en situation minoritaire, c'est le rôle de leader qu'a le Québec. Le plan culturel numérique qui a été lancé il y a quelques années, c'est une locomotive. C'est une chance incroyable pour nos communautés en situation minoritaire parce que tout d'un coup, ça nous oblige à suivre un schéma. Ça nous oblige à mettre la pression à nos pouvoirs publics, ça veut dire des conseils des arts municipaux, provinciaux, territoriaux, fédéraux, et de dire regardez ce qui se passe au Québec, regardez l'importance de mettre de l'avant des produits culturels, regardez l'importance de promouvoir les artistes québécois. Il faut absolument qu'on suive ce modèle-là. Donc nous, on attache des wagons derrière. Pour attacher les wagons, ça prend des financements. Donc, j'irai pas encore d'un point de vue international, s'il y a des choses qui sont faites, mais il faut déjà qu'il y ait une cohésion. Il faut que le Canada suive l'exemple québécois. Et j'en profite pour remercier le ministère de la Culture et de la Communication de nous inviter aujourd'hui parce que les minoritaires sont rarement à la table des majoritaires. Or, c'est absolument essentiel, si on parle de diversité, si on parle de découvrabilité, de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on ait toutes les spécificités régionales, culturelles. Et en plus, le Canada a un rôle de leader à prendre, pourrait peut-être même dépasser le Québec, dans le fait que nous sommes une terre d'accueil, on a énormément d'immigration, donc on reçoit beaucoup de nouveautés culturelles et d'artistes qui viennent d'ailleurs. Au Canada, il y a cet aspect multiculturel qui se retrouve dans nos organismes. Donc il y a une autre façon de se rapprocher des immigrants, des nouveaux arrivants, pour travailler avec eux, pour leur faire comprendre nos réseaux, et aussi nous d'apprendre qu'est-ce qu'ils nous amènent comme nouvelle façon de penser pour des nouvelles expressions culturelles. Le Canada doit absolument tenir ce rôle de leader à l'échelle internationale, parce que c'est dans son ADN. Je parlais tantôt qu'on est tous le minoritaire de quelqu'un, on voit les rapprochements avec l'autochtonie. Là aussi, c'est une diversité culturelle que le Canada a à défendre. Donc là, c'est sûr que moi, je me gargarise beaucoup de francophonie en situation minoritaire parce que c'est mon mandat, c'est mon rôle. Mais finalement, c'est ici que ça se passe. C'est au Québec et c'est au Canada. Donc, on doit absolument être un leader là-dessus. Ça prend des investissements majeurs. Alors, écoutez, pour clore déjà, ça me brûle les lèvres de vous relancer sur toutes sortes de questions, mais pour clore ça, je vous propose en fait un dernier tour de table en rafale. Si on se tente de s'ancrer, donc justement à partir d'aujourd'hui, ici dans cette salle, bon, pas spécifiquement dans cette salle, mais qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous en rafale une raison pour laquelle vous êtes particulièrement optimiste face à l'ensemble quand même des enjeux puis de tout ce qu'on vient de discuter de la découvrabilité des contenus culturels ou plus largement. Et qu'est-ce que vous feriez, quel serait le premier geste qu'on devrait poser, soit au sein de vos organisations ou collectivement, pour prendre le prochain pas vers l'ensemble des merveilleuses idées et visions que vous nous avez partagées?
Voulez-vous commencer, M. Wolf? Non, je ne veux pas commencer, mais je suis obligé. Non, écoutez, on l'a dit, moi je crois, enfin moi ce qui me rend optimiste, c'est effectivement ce potentiel extraordinaire de la créativité des francophonies, parce qu'il y a effectivement non seulement des langues françaises, mais des langues françaises aux côtés d'une multitude de langues. Et donc ça c'est un potentiel extraordinaire, et à chaque fois que les populations ont l'occasion de la découvrir ou de les découvrir, c'est un émerveillement, et c'est ce qui contribue à la richesse du monde et aussi des opérateurs économiques et des créateurs. Donc ça, c'est le potentiel qui nous fait espérer beaucoup pour l'avenir. Ce qu'il faudrait arrêter tout de suite. Il y a une autre chose qui me rend optimiste, c'est que le plurilinguisme progresse. Alors, il y a des sociétés dans lesquelles ça peut être au détriment d'une langue, et je ne vais pas ici m'apesantir sur ce sujet, mais globalement dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent les langues, et donc cette ouverture est plus possible aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ce qu'il faudra arrêter de faire tout de suite, c'est de considérer qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour dire la diversité culturelle et linguistique, d'abord, est un enjeu majeur pour l'humanité, et est particulièrement de nouveau menacée aujourd'hui. Très bien, merci. Je vais juste poursuivre et m'en venir tranquillement vers ici. Donc, Guillaume? Oui, alors c'est parfait. En fait, ça fait la transition. J'allais dire prise de conscience, en fait. Je dirais, il y a ce qui me rend optimiste et que j'observe peut-être justement avec le projet de loi C-18, etc. En fait, il y a une prise de conscience en cours éveil, dans la population qui n'existait pas auparavant, qu'il s'agit d'enjeux importants et qu'on ne peut pas juste laisser faire et puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, peut-être je prêche pour ma paroisse, mais il nous faut des données, il nous faut en fait comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut faire de la recherche et il faut agir ensuite en fonction de là où ça va être efficace pour mettre le rapport de force de notre côté. Intéressant. On a fait beaucoup d'essais-erreurs, peut-être. On a beaucoup exploré. On a besoin de devenir plus stratégique, peut-être, dans la prise d'action. Juan? Mais je suis très optimiste aussi. Parce que quand on y pense, le numérique favorise la démocratisation de l'accès à la lecture dans tous les pays du monde et très rapidement. Ce que la distribution traditionnelle n'est jamais parvenue à faire, et on le comprend pourquoi. Donc c'est une opportunité pour la production intellectuelle, pour l'enseignement, d'avoir accès, pour autant qu'on émerge, pour autant qu'on soit en plus grande situation de découvrabilité, de profiter de cette opportunité, d'autant plus que ces populations, là je reviens un peu à l'Afrique, sont très connectées. Et c'est souvent une surprise pour ceux qui découvrent ces pays de voir toute cette jeunesse qui a 1 ou 2 téléphones et qui font beaucoup plus de choses que nous, souvent, avec ces appareils. Et que voilà, c'est une démocratisation, c'est mettre à la portée de tous. Très intéressant. Émergeons. J'adore ça. Bel appel. Sven, vous aviez le mot du début, à vous le mot de la fin. Bigre, toute une pression. Ce qui nous rend optimistes, c'est qu'on sent qu'il y a un momentum. Je parlais des investissements majeurs, il y en a. Je soulignais les efforts qui ont été faits au Québec, qui viennent entraîner tous les efforts qui sont nécessaires ensuite sur tout le reste du Canada. Par essence, la francophonie en situation minoritaire a l'habitude de se battre pour sa survie. Donc déjà dans les canaux habituels, politiques, on est prêt pour le combat numérique. Il y a une prise de conscience, donc oui, politique, effectivement, on le voit. Puis peut-être que certains mastodontes sous-estiment en fait la résistance et l'importance. Non, mais je pense qu'ils sont un petit peu surpris par la teneur de l'insistance d'aller au bout des choses et d'obtenir des résultats sur les algorithmes, etc.
Au niveau du terrain, il y a une prise dans notre tissu, dans notre écosystème, encore une fois en francophonie en situation minoritaire au Canada, il y a une prise de conscience des organismes qu'on manque de données. C'est-à-dire qu'avant de parler de découvrabilité, c'est de s'organiser. J'en parlais tantôt, c'est souvent les directions générales qui sont chargées de ces dossiers-là. Ça prend des spécialistes, ça prend de la formation, ça prend de l'intégration dans nos organismes et ça prend de la mutualisation. Ça veut dire apprendre des nouvelles façons de faire avec de la donnée. On a très peu de connaissances ou des mauvaises connaissances sur nos publics. Dans les salles, un peu partout au Canada, on n'a pas de données sociodémographiques ou comportementales, on en a très peu. Or, ça va passer par ce genre de données pour tout d'un coup prendre des décisions, des directions artistiques, être capable justement de valoriser des plateformes de travail de métadonnées, etc. Ça prend de la spécialisation. On est prêt. Bon, mais c'est fabuleux. Saisissons cette occasion et cette énergie. Alors, je vous remercie infiniment, messieurs. Je vous inviterai donc à prendre une petite 10 minutes de pause et puis on se retrouve dans quelques minutes parce qu'on va précisément commencer à s'approcher donc des données, de la culture des données, mais on va commencer déjà avec les cultures descriptives. Pas la culture, les données descriptives.